Comme, comme Gaëlle l'a mentionné, en fait, il y a vraiment moins de jeunes, entre autres, de jeunes, moi, ça me touche particulièrement, qui sont pas là. Fait que je suis vraiment contente de parler avec ceux et celles qui sont au Québec. Je vais laisser mon collègue Émile se présenter avant qu'on commence. Bonjour tout le monde, Émile Boisseau-Bouvier. Moi aussi, je travaille chez Équiterre, je suis analyste des politiques climatiques. C'est ma première COP, donc je suis très chanceux d'avoir Andréane avec moi pour toute la semaine. On est arrivé jeudi dernier, on est là jusqu'à la fin des négociations. Et puis, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Je sais que Gaïa l'a déjà dit, mais vraiment, n'hésitez pas à lever la main, à nous poser des questions dans le chat. Ça va rendre le tout plus dynamique, plus intéressant. Puis, pas obligé d'allumer votre caméra. Si vous n'avez pas encore terminé votre café, on n'en tiendra pas rigueur. Donc, en fait, on avait peut-être juste prévu vous donner vous glisser un petit mot sur le vibe de la journée. Là. Nous, il est quand même rendu 1 heure l'après-midi. Faire un petit peu le tour là, de ce que ça veut dire, au fond, le thème du transport à la COP. Puis après ça, là, de vraiment rentrer dans les détails d'une part du transport dans les négociations, mais aussi au niveau, après ça, international et si le temps le permet, évidemment, au niveau national et même au niveau québécois, mais on verra, il y a beaucoup à dire. Fait qu'encore une fois, dépendamment aussi des sujets qui vous intéressent le plus, on pourra s'attarder à l'un ou l'autre plus longuement. Fait que ça commence on va commencer tout de suite. Là. Est-ce que en fait, je peux peut-être juste tout de suite mentionner qu'aujourd'hui, il y a le ministre des Transports du Canada qui a annoncé qu'il rejoignait une alliance pour les véhicules zéro émission. Il y en a beaucoup des alliances comme ça quand même, là, que ce soit 100% de VZ2 en telle année ou qui se regroupent autour d'objectifs comme ça. Fait que, je pense que là, dans ce cas-ci, on a eu des engagements dans la dernière campagne électorale à ce sujet-là. Mais ça ne s'est pas encore concrétisé depuis que le nouveau gouvernement est en place. Fait que là, c'est bien beau rejoindre des alliances, mais je dirais que ce serait le temps de commencer à réglementer parce que c'est ce qui marche et c'est ce qu'on a vu, par exemple, au Québec, là, où l'électrification va quand même bon train relativement au reste du Canada. Toi, Émile? Oui, c'est ça. Ben, juste vous donner une idée, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez suivi les dialogues, mais pourquoi le ministre des Transports fait son annonce aujourd'hui? Ben, simplement parce que le transport, c'est le thème de la journée. Chaque journée a un thème qui est identifié. Hier, on avait les questions de genre et d'innovation. Lundi, c'était plutôt les pertes et préjudices. Demain, ça va être l'énergie. Bref, à chaque jour, on a un thème qui est différent et qui est propice pour nos dirigeants pour faire des annonces, parfois ambitieuses, parfois moins. On a vu beaucoup d'annonces, surtout du point de vue québécois et canadien, où on venait rejoindre les alliances internationales pour des objectifs qu'on s'était déjà fixés d'un point de vue national. Donc, je pense que l'annonce d'aujourd'hui va être dans le même sens. Malheureusement, c'est bien qu'on puisse avoir ce genre de partenariats internationaux, mais on aimerait voir des plans après ça pour atteindre ces objectifs. Sinon, comment ça se passe cette semaine? On entre un peu plus dans le cœur des négociations. C'est comme Andréane l'a dit, c'est une COP où c'est plutôt exclusif. On a de la difficulté à entrer en contact avec les négociateurs. Par contre, ce matin, on a eu la chance de participer à la rencontre de la délégation canadienne. C'était ouvert à tous, donc on a pu voir notre ministre de l'Environnement, Monsieur Guilbeault, et puis lui poser certaines questions, poser des questions, entre autres, sur la fin des énergies fossiles au Canada, question qu'il a évité habilement. Et puis poser des questions sur la transition juste aussi, parce que si on doit revoir nos façons de produire, nos façons de consommer, revoir les énergies qui vont être utilisées, ça aura nécessairement des impacts sur les travailleurs, sur des communautés aussi. Et puis, il faut s'assurer que ces travailleurs, ces communautés puissent se projeter dans le temps et percevoir des perspectives économiques qui sont bénéfiques pour elles, s'assurer que la transition se fasse de manière juste, de manière équitable. Et puis voilà, on peut retourner au thème du petit déjeuner de ce matin, le thème du transport. Donc, je repasse la parole à Andréane. Oui, peut-être juste avant qu'on se lance, je vais laisser un petit 5-10 secondes là, si jamais vous avez des questions.
Mais je vais continuer, mais n'hésitez pas. Donc, peut-être juste rapidement, là, je voulais peut-être commencer par parler de l'aviation, qui est quand même un enjeu super important parce que c'est un peu l'angle mort, si on veut, de l'accord de Paris, parce que l'aviation internationale, c'est, dans le fond, c'est des émissions qui ne sont pas réglementées parce que ça ne tombe pas sur les territoires des pays. Donc, c'est ce qui rend ça extrêmement complexe à gérer puis à inclure. En plus du fait, en fait, moi, j'aime bien dire que l'aviation, c'est un peu comme le reflet de notre société capitaliste, là, dans le sens où c'est très, 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 très peu de gens qui prennent l'avion, souvent plusieurs fois, mais qui, au final, en fait, c'est des personnes privilégiées puis qui vont polluer à un niveau absolument incroyable pour des très, disons, des courts moments. Mais sinon, bon, avant de se lancer plus largement là-dedans, là, je vais peut-être juste glisser un mot sur le transport en général. C'est un cinquième. Donc, le transport, c'est évidemment l'aviation, les bateaux, le transport routier, les autobus. Donc, c'est le transport de personnes, de marchandises, c'est très, très vaste. C'est un cinquième des émissions de dioxyde de carbone, donc de CO2. C'est aussi un peu moins de la moitié de ces émissions-là qui viennent des véhicules personnels. Puis je pense qu'ici, ici, je parle au Canada, on est champion en voiture parce qu'on a les plus gros, les plus lourds et aussi, désolée, il y a des gens que je connais qui passent, ça m'a déconcentré. Donc, on est vraiment un champion en ce qui a trait à la pollution en transport. En fait, c'est le deuxième secteur le plus polluant là, derrière les énergies fossiles avec comme 1 % d'écart. Fait que c'est quand même très, très, très significatif. Puis au Québec, c'est presque 50 % des émissions. Là, donc, on s'entend, on le sait, au Québec, c'est notre talon d'Achille et il faut y travailler. Donc, après ces quelques mots sur le transport un peu plus largement, je reviens à l'aviation, désolée, pour cette petite parenthèse. L'aviation, donc, vous le savez, pendant la pandémie, ça a chuté. Donc, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup d'enjeux financiers pour cette industrie-là. Mais avant la pandémie, en fait, c'était attendu que cette industrie-là utilise le quart du budget carbone restant. Donc, le budget carbone, dans le fond, c'est toutes les émissions qu'on peut encore émettre globalement à travers le monde pour respecter le 1,5 degré de réchauffement climatique. Donc, c'est vraiment, vraiment énorme, là, un quart juste pour un secteur. Là. Donc, c'est aussi une question qui touche beaucoup la justice sociale parce que, comme je le mentionnais, c'est amené à accroître les émissions de l'aviation parce que la population va augmenter beaucoup et aussi le niveau de vie de beaucoup de gens va augmenter. Et donc, les gens vont un peu plus pouvoir se permettre des vols. Là. Donc, d'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, on a vraiment un enjeu moral là, de à quel point on va pouvoir continuer à développer cette industrie-là à travers le monde. Après ça, je vais peut-être juste mentionner que comparativement aux voitures électriques ou même aux camions électriques ou au transport routier, la technologie est vraiment, vraiment, vraiment loin d'être prête, là, les technologies vertes. Donc, on parle d'avions électriques, d'avions à l'hydrogène, puis même les carburants verts, là, les SAF, les SAF, c'est les Sustainable Aviation Fuels. Ils sont encore très, 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 très coûteux pour les entreprises les compagnies aériennes et donc sont très peu utilisées. Puis justement, ça ne ferait que contribuer à faire en sorte que les vols demeurent un bien de luxe. Fait que, ouais, on a beaucoup, beaucoup d'enjeux à ce niveau-là. Il y a une entente qui a été faite à l'international qui s'appelle le CORSIA. Donc, c'est un programme de compensation carbone, mais je ne vous apprendrai rien en vous disant que c'est largement insuffisant, surtout avec les chiffres que je viens de donner. Là, c'est certain que en fait, l'industrie en tant que telle, dans son état actuel, n'est pas viable, elle est plus réglementée. Puis donc, comme je mentionnais, à cause que l'accord de Paris, c'est vraiment des parties qui sont des États, on a un problème avec la réglementation de ce secteur-là. C'est des émissions qui ne sont pas soumises ou très peu soumises au marché du carbone à travers le monde. Fait que, dans le fond, la COP, c'est un grand, grand, grand espace d'échange où on est 30 000, 50 000, je ne sais même plus cette année, on n'est pas combien. Fait qu'il y a beaucoup de représentants d'industrie qui vont venir, puis qui vont discuter, faire des annonces, donner des cibles, c'est bien, mais reste qu'il n'y a pas d'engagement légaux ou très, 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 très peu à ce niveau-là.
Peut-être juste avant de terminer cette introduction-là sur l'aviation, juste mentionner qu'avec la pandémie, comme je le disais, l'aviation a vraiment chuté à travers le monde. Mais avec ça, il y a eu toute la question de la relance verte. Qu'est-ce qu'on fait après la pandémie? Est-ce qu'on renfloue les coffres de ces compagnies-là pour reprendre les activités exactement telles quelles avant? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Donc, il y a eu beaucoup de demandes, en fait, de groupes environnementaux qui demandaient que l'argent qu'on allait donner aux compagnies aériennes pour qu'elles se sortent la tête de l'eau soit plutôt de l'argent qui servirait à faire une transition avec les travailleurs, travailleuses, donc leur permettre de se réorienter. Là, ça semble vraiment radical, mais en même temps, ça a été vraiment, ça a été soulevé, ça a été amené et proposé. Je vais laisser Émile aborder un peu cette question-là pour la suite. Mais n'hésitez pas là, à nous dire là, ce que vous en pensez de ce genre de proposition-là. Oui, merci Andréane. Tu as soulevé plein de points intéressants. Je me permets de rebondir sur quelques-uns de ces points-là. Tu as parlé de l'aviation qui est un peu, qui est en fait totalement un mode de transport élitiste. Euh, il y a un rapport, on le sait déjà, la répartition des émissions de GES est complètement disproportionnée entre les plus riches et les plus pauvres sur notre planète. Il y a un rapport d'Oxfam qui est sorti tout récent, qui nous apprend que le 1% de la population mondiale le plus riche a des émissions qui sont plus de 70 fois celles qui sont compatibles avec un réchauffement planétaire de 1,5 degré Celsius. Le 10% les plus riches, ça inclut plusieurs d'entre nous autour de cette table virtuelle ce matin, ou des gens qu'on connaît, des gens dans notre famille, ben, c'est plus de 20 fois le niveau compatible avec 1,5 degré Celsius. Donc, il y a une réelle question d'équité sur est-ce qu'on peut continuer de se permettre de prendre l'avion. Il y a des extrêmes aussi, hein. On l'a vu avec la course à l'espace cet été, avec des milliardaires qui se faisaient la course pour savoir qui allait être le premier à envoyer son joujou spatial dans l'espace et faire un petit tour de fusée. Après ça, ils nous ont tous dit que ben, ça avait changé leur vie, changé leur vision de l'environnement, qu'on se rend compte à quel point la Terre est fragile lorsqu'on la voit de haut. Par contre, dans un seul voyage comme ça, qui dure à peine quelques heures, ben, ces milliardaires-là sont venus émettre plus de GES que la plupart des humains vont en produire sur l'entièreté de leur vie. Donc, je pense qu'il y a clairement une question une question sociale, une question d'équité qui est là. Puis, oui, il y a des solutions technologiques qui existent pour réduire l'impact des carburants de l'aviation, mais c'est des solutions qui sont généralement qui ne sont pas technologiquement encore prêtes à être adoptées, puis qui comportent elles-mêmes chacune des côtés négatifs. Tu sais, si on peut penser à certains biocarburants, ben, il y a des biocarburants où on va venir faire pousser du maïs pour faire des voyages en avion. Euh, Est-ce qu'on veut vraiment utiliser nos terres agricoles pour faire voyager des avions plutôt que pour nourrir des gens? Il y a des questions qui se posent là-dessus. Il y a des solutions qui sont simplement des fausses solutions où on va venir produire de l'hydrogène fossile, de l'hydrogène bleu, qui est un dérivé du gaz naturel, qui a des impacts qui sont similaires, voire pires dans certaines occasions que du gaz naturel. Est-ce que c'est vraiment une solution? Ben non, ce n'est pas vraiment une solution. On peut faire de l'hydrogène renouvelable avec de l'électricité renouvelable, mais là, est-ce qu'on a assez d'électricité pour pouvoir se permettre de faire de l'hydrogène pour propulser des avions ou des bateaux? Bien, la réponse, généralement, c'est non aussi. Donc, c'est quoi la solution à tout ça? Bien, je pose la question à tous. Je vous laisse peut-être quelques secondes pour voir si quelqu'un a des réflexions là-dessus, si quelqu'un a des pistes de solutions. Sinon, ben moi, je peux en amener une première. Ben, la vraie solution, ça passe par une réduction du transport, ça passe par la sobriété, ça passe par la réduction du transport de marchandises. Donc, oui, Blandine, est-ce que tu nous parles d'instaurer des quotas? Est-ce que tu te sens à l'aise de mettre ton micro et puis de nous en parler un peu plus? Allô, bonjour tout le monde. Je suis pas du tout experte sur le sujet. Non, c'était plus une question que je vous lançais parce que c'est des solutions qui parfois émergent dans les discussions, instaurer des quotas sur le transport en avion, par exemple. Mais après, ça pose aussi des questions de justice parce que certaines personnes
déjà n'ont pas les moyens de prendre l'avion, donc n'utiliseraient peut-être pas leur quota. Et puis d'autres auraient des besoins plus importants que… Comment dire, on n'a pas les mêmes besoins aussi. Certaines personnes ont vraiment besoin de voyager, j'imagine. Donc, ce n'est pas une solution idéale, mais je me demandais si ce genre de solution faisait partie des discussions que vous aviez ou des réflexions. Merci. Déjà, premièrement, merci d'avoir pris la parole. C'est apprécié. C'est ça le but ce matin, d'avoir un dialogue, de parler entre nous. On n'a pas la solution non plus. Je pense qu'il y a une multiplicité, il y a plusieurs solutions qui existent. Il n'y a pas de solution miracle, par exemple. Mais j'aime le point que tu apportes de dire, ben, écoutez, en ce moment, on est dans une situation où il y a des gens qui agissent de façon déraisonnable, qui exploitent beaucoup plus, qui utilisent l'avion beaucoup plus que ce qu'on pourrait se permettre tout le monde. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'instaurer des limites, d'instaurer des quotas? Puis après ça, tu dis, bon, les gens, il y a plein de gens qui ne prennent pas l'avion, qui n'ont jamais pris l'avion. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils font avec leur quota? Est-ce qu'ils pourraient simplement ne pas l'utiliser? Est-ce qu'ils pourraient le revendre? Bref, il y a une discussion certainement à avoir là. Je pense que tu amènes une piste qui est intéressante. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient des idées ou ça suscite des émotions, des réactions chez vous? Merci Gaïa. Oui, oui, absolument. Surtout au Canada, je pense que c'est clairement sous-utilisé. Avant de répondre, je vais peut-être juste laisser Émile voir si tu n'avais pas d'autres éléments à amener ou si je reprends le flambeau. Oui, le développement du train, en fait, le développement interrégional, par exemple, si on prend le Canada, est absolument atroce, on le sait. Il y a la compagnie Greyhound qui vient de fermer, par exemple. Donc, en ce moment, au Canada, les options pour se déplacer à travers le pays, c'est vraiment pas mal juste les voitures personnelles et l'avion. Le train via rail, justement, est il peut vraiment pas très abordable. En plus d'être très, très lent, de ne pas passer souvent, c'est vraiment pas l'idéal. Puis quand on compare avec l'Europe où on se trouve en ce moment, on se rend compte que c'est vraiment des décennies de retard que le Québec a pris, le Canada, en matière de développement du transport routier, autre que la voiture individuelle. Pour revenir sur les quotas, je pense que ça a vraiment du potentiel. Par contre, on est encore un peu dans l'espèce de système de capitalisme là, où, dans lequel les personnes qui sont les plus privilégiées vont pouvoir juste payer leur droit de polluer plutôt que de vraiment réfléchir à un fondement, une refonte de notre société puis une manière de vivre. Est-ce que ça peut être une solution à court terme pour que les personnes les plus riches paient leur juste part? Peut-être. L'écofiscalité est certainement un bon outil. Donc, le fait de mettre des incitatifs au bon comportement et des dissuasifs au mauvais comportement. Mais bref, c'est vraiment des réflexions. Là. Comme on le dit, on n'a pas la réponse à cette question-là. Puis je pense que justement, la question de l'aviation est vraiment un sujet qui va être amené, qui va grandir dans l'espace public dans les prochaines années. Puis en fait, moi, j'ai toujours trouvé ça assez ironique parce que la plupart des personnes militantes dans le mouvement environnemental autour de moi, c'est quand même des personnes qui ont beaucoup voyagé. Fait que le fait d'aller à l'international, de voir le monde, de voir les injustices, de polluer beaucoup pour le faire en sorte qu'après ça, on revient chez nous puis on a le goût de le protéger. Fait que c'est sûr qu'il y a une espèce de dissonance cognitive qui s'installe chez beaucoup de gens, à mon avis. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vivent ça. Puis justement, en fait, l'aviation n'a pas que ça. Donc oui, ça ouvre les esprits, ça a beaucoup d'avantages. Ça connecte les gens, les cultures, les entreprises, ça crée énormément d'emplois, puis pas juste des petits emplois, mais ça crée des bons emplois avec des bons revenus. Ça sort carrément des pays de la pauvreté avec le tourisme. Ça permet aussi l'aide humanitaire parfois, ça permet de sortir des communautés de l'isolement. Ça permet d'offrir que des jeunes des pays du Sud puissent aller étudier dans d'autres pays, avoir d'autres opportunités. Donc, il y a vraiment plein d'avantages. Et comment concilier tous ces avantages-là dans le contexte de crise climatique, c'est vraiment, encore une fois, des questions auxquelles on n'a pas les réponses, mais on a envie de vous entendre sur ces questions-là. Pour répondre à ta question, Anne, les quotas, moi, comment je le vois, c'est un peu un espèce de système de budget carbone personnel. Dans le fond,
on regarde combien on peut émettre de GES pour respecter le 1,5 degré. On le divise entre tous les humains sur la planète. On pourrait penser au système. Est-ce que les pays du Nord en auraient moins à cause de notre... Mais bref, on a tout notre petit budget d'émissions de GES, là, puis là, il faut le gérer. Puis là, si jamais on a un mode de vie qui est soutenable, ben on pourrait, est-ce qu'on vend ces crédits-là? Bref, moi, c'est un peu comme ça que je l'imaginais. Est-ce que tu avais une autre vision de ce genre de système? Ben, puisque c'est un système qui n'existe pas encore, je pense qu'il y a la place pour justement discuter de quel serait le meilleur système. Euh, Andréane, tu viens d'amener un point qui est très intéressant sur est-ce qu'on devrait avoir des quotas qui sont différenciés en fonction de notre niveau de consommation, en fonction de notre niveau de revenu, en fonction du pays où on habite, des pays qui ont des responsabilités différentes dans la crise climatique. Au Canada, on est le pays qui a les émissions historiques par habitant les plus élevées de tous les pays. Donc, est-ce que nous, on aurait le droit à un voyage d'avion par 10 ans? Je ne sais pas. Il y a pas ce mécanisme-là n'existe pas encore. Donc, il y a encore de la place pour faire des tempêtes d'idées, pour voir peser le pour et le mauvais, et puis de savoir quel serait le meilleur mécanisme, si c'est un mécanisme qu'on veut effectivement mettre en place. D'ailleurs, Blandine, là, étant donné que tu avais amené le sujet, est-ce que qu'est-ce que tu penses de ces suggestions? Concernant les quotas, tu veux dire, Andréane? Oui. Je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi plus que ça sur la question, je dirais, mais c'est vrai que c'est vraiment une question très complexe. Mais je pense que vous avez apporté tous les points autour de l'équité sociale et la dissonance aussi cognitive. Effectivement, c'est un bon point. Voyager, parfois, ça permet aussi d'avoir une action, en tout cas de sensibiliser ou de sensibiliser d'autres personnes aux enjeux environnementaux, climatiques. Je n'ai pas vraiment plus de points à apporter que ça, non. Ben, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'on peut justement passer à comme un autre sous-thème, là, si on veut, du transport. Un thème pas mal moins sexy, on n'en parle pas beaucoup. En tout cas, moi, je commence à effleurer le sujet là, avec Équiterre dans le cadre de mon travail, mais la question du transport de marchandises, qui est aussi très, très importante parce qu'elle est amenée à croître, en fait, avec la population qui va augmenter, donc la consommation aussi. En fait, elle est déjà à un niveau très, très élevé. C'est la majorité des émissions de GES. Donc, il y a toute la question de la consommation, en fait, qui entre dans le transport. Si la question de l'achat local ou de réduire à la source nos biens, de réparer nos biens au lieu d'en faire venir d'autres, tout ça, c'est vraiment, ça peut avoir un impact super important sur les émissions de GES en transport. Puis, autre élément sur cette question-là, avant de passer la parole à Émile, en fait, c'est qu'on entend souvent le fameux discours de ouais, mais la Chine, eux, émettent beaucoup. Donc, pourquoi est-ce qu'ils émettent beaucoup en général? Puis pourquoi est-ce que ce serait, dans le fond, c'est qu'ils produisent un peu toute la crap que nous, on achète ici, là, en bon français. Fait que, je pense que c'est important de garder ça en tête. C'est quand même beaucoup de produits qui traversent l'océan, que ce soit par bateau, par avion. Donc, la consommation est très, très, très intimement liée au transport de ce point de vue-là. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, Émile? Oui, ben juste pour ajouter sur le point du faux argument que je l'appellerais de oui, mais les Chinois, ben, les Chinois sont aussi beaucoup plus que nous et donc leurs émissions par habitant sont bien moindres que nous et leurs émissions historiques sont encore moindres que les nôtres. Donc, ça, ce serait sur ce point-là. Puis sinon, on parle de commerce international, mais même au Québec, à l'intérieur, ou au Canada, à l'intérieur de nos frontières, on a beaucoup de transport de marchandises parce qu'on préfère centraliser la distribution, par exemple, parce que ça permet des économies d'échelle pour les entreprises, où on va venir couper du bois en Abitibi, on va venir le passer à la scierie en Abitibi, on l'envoie à Montréal au centre de distribution, puis après ça, on le renvoie en Abitibi pour construire des maisons. Est-ce que c'est nécessairement la meilleure façon de faire? Est-ce que ce serait possible de délocaliser on parle
sortir un peu de la mondialisation, ben, est-ce qu'on peut sortir, ça se fait à plusieurs échelles, ça se fait d'un point de vue mondial, mais même à l'intérieur de nos frontières, au Canada, au Québec, est-ce qu'on peut régionaliser nos activités pour limiter le transport? Moi, j'aimerais vous entendre là-dessus, savoir est-ce que vous pensez que c'est possible, est-ce que vous pensez que ça pourrait être bénéfique, est-ce qu'il y a des angles morts à cette proposition-là qu'on n'a pas nécessairement, auquel on n'a pas nécessairement pensé? Euh, donc, voilà, je vous laisse la parole. Ou pas. Ou bien, ben, plus largement, est-ce que je pense que nous, on est peut-être vraiment dans notre chambre à écho, là, chez Équiterre, du moins, dans le mouvement environnemental. Dans quelle mesure pensez-vous que ces enjeux-là d'approvisionnement sont bien connus? Est-ce qu'il y a des façons que vous voyez pour faire passer le message au niveau de l'action? Parce qu'étant donné que c'est un sujet qui est un peu dans l'ombre, c'est pas comme dire aux gens, prenez le transport en commun, prenez votre vélo. C'est quand même un peu plus niché. Moi, c'est un enjeu que je rencontre beaucoup de faire de la sensibilisation à ce niveau-là. Si jamais vous avez des perspectives sur ces éléments-là ou les mêmes que ceux d'Émile, gênez-vous pas. Oui, Blandine? Je pense que le transport, c'est intimement lié avec la notion enfin, comment dire, il y a beaucoup d'éléments derrière ça qui sont liés avec la notion de réussite, etc. Quand on pense notamment à la place que les véhicules, les gros véhicules très énergivores prennent de plus en plus dans le parc automobile, je pense au Québec, puis certainement au Canada. Puis, on voit qu'il y a un besoin de sensibiliser les gens, en tout cas, moi, je le perçois comme ça, sur les impacts justement de ces gros véhicules-là sur l'environnement, sur le climat. Puis je pense qu'il y aurait vraiment des actions à mener dans ce sens-là pour faire comprendre nous faire comprendre à tous quels impacts ça a à grande échelle de ce type de véhicule, puis on choisit d'augmenter de plus en plus la taille des véhicules qu'on utilise. Puis à mon avis, ça passe par des changements, des plans de communication, puis réglementer la publicité. Je sais que c'est un sujet assez sensible, mais je suis quand même de plus en plus persuadée que partie de l'action climatique, ça passe par là. Réglementer pour changer nos modes de consommation, là, il me semble qu'il faudrait au minimum décourager les messages publicitaires qui sont vraiment contraires à l'action climatique. Quand on voit des belles grosses autos sur nos écrans de télé, puis il y a certainement plein d'autres choses à faire, mais ça, plus j'avance dans la réflexion, plus je me dis que ça, c'est un des éléments sur lesquels on devrait agir. Puis on sait que les gouvernements, ils ont la possibilité de le faire. Ils l'ont fait pour le tabac, même si certains refusent de voir les similitudes entre les deux problématiques, mais il y a quand même des éléments qu'on pourrait dont on pourrait s'inspirer là pour des campagnes. Absolument. Ben, tu seras heureuse d'apprendre qu'il y a à la fois une campagne pan-canadienne qui se prépare là-dessus, menée par les médecins pour l'environnement, qui vont justement lancer une campagne là, qui réplique un peu ce qui a été fait dans le passé pour bannir les produits du tabac. Puis, ça va être lancé là, dans les prochains mois. Puis, pour notre part, en fait, chez Équiterre aussi, on est en train de développer une campagne de sensibilisation aux gros véhicules. Fait que c'est quelque chose qui est en cours. Je pense que c'est un discours, c'est un débat difficile qu'on va avoir en tant que société dans les prochaines années. Puis on a vraiment une espèce d'incohérence au niveau du fait que dans tous les sondages, là, les Québécois, les Canadiens sont tous en faveur de l'action climatique. Mais après ça, on a 4 véhicules neufs vendus sur 5 qui est un camion. Fait que on a comme un gros problème à ce niveau-là. Puis un peu comme tu l'as dit, il y a vraiment plusieurs actions qui peuvent être faites par les gouvernements. Moi, j'ai vraiment la position que c'est absolument pas que aux individus, là, dans le sens où on va prendre les options les plus pratiques pour nous. Donc, c'est la responsabilité du gouvernement d'offrir ces alternatives-là. Fait qu'après ça, de mieux véhiculer les impacts pour créer un mouvement
pour se défaire un peu de cette dépendance-là aux gros véhicules, ça va être super important. Mais de prime abord, je pense que ça passe définitivement par les gouvernements, que ce soit avec la cohérence des messages publicitaires, que ce soit avec des systèmes d'éco-fiscalité, par exemple, de mettre une taxe sur les gros véhicules qui en retour peut après financer les plus petits véhicules ou même dans une moindre mesure des subventions pour les gens qui se délaisseraient de leur voiture. Même, on peut aussi penser à se défaire de la voiture. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Moi, c'est particulièrement un domaine qui m'intéresse beaucoup, fait qu'on pourra en parler longtemps. Je vais peut-être juste répondre aux questions dans le chat, mais après ça, on y reviendra à ce sujet-là sans problème. D'ailleurs, je vais présenter les résultats d'une étude qu'on a faite chez Équiterre où on présente justement les causes et les conséquences de ce phénomène-là de gros véhicules au Canada cet après-midi, si jamais vous voulez y assister. Donc, Émile, est-ce qu'on passe à la question d'Anne? Oui, allons-y. Je pense que c'est toi l'experte sur le sujet et tu as bien couvert le dossier. Par contre, au niveau des initiatives citoyennes ou autres, pas que citoyennes, il y a vraiment des trucs super intéressants là, qu'on espère vraiment voir se multiplier dans les prochaines années. Si on entre vraiment là, dans le Canada, là, allons-y comme ça, on a dans des villes comme Nicolet ou comme Plessisville, des petites villes du Québec, où ce que les villes font, c'est qu'elles mettent à disposition des citoyens des pick-up ou des VUS qui peuvent, juste quelques-uns, que les gens peuvent utiliser, parce que ce qu'on entend souvent pour cette question-là, c'est j'en ai besoin pour déménager ou pour aller en camping une fin de semaine dans l'année ou pour X raisons ponctuelles. Donc là, il y a ces véhicules-là qui sont mis à la disposition des gens pour qu'ils puissent, pour que dans le reste de leur quotidien, utiliser une plus petite voiture ou ne pas avoir ce mode de transport-là. Donc, voilà, ça, c'est le genre d'initiative récemment qui m'a beaucoup inspirée. Puis je pense qu'on devrait voir beaucoup plus. En fait, toute la question de la mutualisation des modes de transport. Moi, j'aime bien dire aux gens, ça serait dans le fun si pour chaque rue ou dans chaque ruelle, on mettait les voitures en commun, puis on met les clés en commun, puis on se les partage. Tu sais. Puis là, il y a plein de façons. Moi, j'imagine déjà les Google Calendar pour se booker les voitures pour pas qu'on se pile dessus, parce qu'une voiture est stationnée en moyenne 95% du temps. Ce qui n'a absolument aucun sens. Donc, tu sais, c'est d'où l'utilité des autobus et tout qui roulent tout le temps. On vient vraiment optimiser le fait qu'on a extrait des ressources du sol pour se déplacer. Mais en fait, si vous avez d'autres initiatives citoyennes à partager, faites-le. Ça va être avec grand plaisir qu'on va vous écouter. Il y avait Émilie aussi qui nous disait que, dans le fond, le problème, c'est la surconsommation. Le gouvernement devrait mieux réglementer. Effectivement, les gens aiment leur confort, aiment le changement est difficile ou peut paraître difficile. Donc, ce que tu proposes, Émilie, je ne sais pas si tu veux nous le proposer à voix haute sur qu'est-ce qui pourrait être imposé comme réglementation. Sinon, je peux lire la fin de ton commentaire aussi. Donc, Émilie, tu nous proposes de mettre le nombre de kilomètres parcourus à côté du pays où le produit est fabriqué. C'est une super bonne, je pense que c'est une bonne initiative qui peut être appliquée aussi. Oui. Ah, bonjour Émilie. Je te laisse la parole. Non, ça va. Je pense que tu le disais bien. C'était juste une petite proposition comme ça, que juste pour frapper l'imaginaire. Tu sais, on voit souvent d'où est-ce que le pays a été fabriqué, même si c'est juste une partie ou même si c'est juste les coutures ou quoi que ce soit. Mais au moins, si on pouvait mettre le nombre de kilomètres parcourus à côté, ça frapperait un peu plus l'imaginaire pour dans tout ce mouvement de achat local. Les gens verraient vraiment la différence visuellement entre si j'achète un pays qui vient d'ici ou si j'achète un pays qui vient d'Asie. Ben, je pense que ça aiderait à plus renforcer le mouvement d'achat local. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ta proposition. En termes de réglementation aussi, si on parle, on est dans le domaine du transport des véhicules, que ce soit obligatoire, qu'on montre la consommation d'essence, par exemple, de ce véhicule-là, qu'on montre ou sinon les émissions de GES qui sont liées à l'utilisation de ce véhicule-là. Pour l'instant, les concessionnaires peuvent encore mettre ça sous le tapis et puis puisqu'on n'en parle pas, ça fait pas partie ça fait rarement partie des points sur lesquels les gens s'attardent quand ils choisissent un véhicule.
Ils vont penser au confort, à la couleur, aux options, à est-ce que le coffre est spacieux ou non, mais on va pas, puisqu'on ne met pas de l'avant, on n'oblige pas les constructeurs à mettre de l'avant la pollution qui est associée, ben on passe ça sous silence. Blandine, tu voulais participer à la discussion. C'est pour aller vers une suggestion un peu différente, mais j'avais entendu qu'aussi qu'il y avait une forte corrélation entre le nombre de véhicules, mais surtout dans les centres urbains, et l'espace au sol évidemment, l'espace au sol que ça occupe pour stationner tous ces véhicules. Puis on sait qu'ils sont à plus de 95%, en fait, ils sont au stationnement, les véhicules. Hein. Si on prend une auto par jour, je pense qu'elle est, en tout cas en tout temps, elle est stationnée à 96% de son temps. Et bref, tous ces véhicules, Moi, je t'ai perdu une petite minute, Blandine. Stationnement, donc un des axes qu'on pourrait... Ah, désolé. C'est simplement pour dire que passe pour stationner. Donc, plus on va bétonner nos villes. Et un des co-bénéfices de réduire le nombre de véhicules aussi en allant vers l'autopartage et toutes ces initiatives, c'est justement qu'on va pouvoir verdir davantage nos villes en récupérant de l'espace bétonné. Là, j'avais vu un article là-dessus, c'était vraiment intéressant. Mais c'est ça, ça peut être une des manières de communiquer sur les bienfaits, de réduire le nombre de voitures en ville en particulier. C'est que c'est ça, on peut retrouver on peut agrandir nos parcs, on peut utiliser de l'espace pour la filtration. Comment dire, si on retire du béton, on peut aussi le replanter, puis ça permet aux eaux de pluie de filtrer, etc. Donc, il y a plein de co-bénéfices associés à la réduction du nombre de véhicules, en fait. Puis ça pourrait être utilisé dans les communications aussi pour convaincre les citoyens. Absolument. En fait, justement, là, pour la question des stationnements, le béton partout, d'abord, juste, il y a des petites choses simples qu'on peut faire pour réduire les émissions ou les îlots de chaleur. On peut les peindre en blanc, on peut les verdir, on peut mettre... en tout cas, il y a différentes petites actions qu'on peut faire comme ça. Mais c'est très vrai, en fait, là, le fait que le nombre de véhicules augmente et la taille des véhicules augmente, en ce moment, ça représente, là, depuis 20 ans à Montréal, ça représente l'équivalent de 17 parcs La Fontaine qu'on a perdu en espace public. Là. Donc, pendant la campagne électorale, on a bien entendu que, oh mon Dieu, les pistes cyclables, ils prennent donc toute la place. Mais dans les faits, c'est peut-être juste le fait qu'on a plus de chars et plus de gros chars qui sont la cause du problème, ou en tout cas en partie. Puis je pense qu'on oublie souvent ce volet-là. Nous, dans le cadre de notre étude, on a même fait des modélisations là, où on a remarqué, on a regardé si toutes les voitures étaient des Smart versus si toutes les voitures étaient des F-150, à quel point on atteindrait les seuils de congestion plus rapidement. Puis c'est quand même des chiffres vraiment frappants. Les gros véhicules là, ont des impacts sur notre sécurité parce qu'ils sont plus dangereux. Ils ont aussi des impacts sur la congestion, les infrastructures, la qualité de l'air, tout ça. Puis même, ils sont beaucoup plus chers aussi. Fait qu'il y a beaucoup d'éléments à véhiculer, à partager. Puis je pense va vraiment falloir, dans les messages, qu'on sache vraiment comment les adapter par région. Justement, peut-être que le discours qu'on vient d'avoir, les échanges qu'on vient d'avoir sur les milieux urbains, va plutôt froisser des gens qui seraient en région éloignée. Donc, il faut vraiment faire attention à comment on amène les choses, puis de toujours revenir en fait à comment est-ce que, à mon sens, il faut revenir à comment est-ce que les gouvernements peuvent faire pour que ce soit l'option la plus écologique qui soit possible et qui soit la plus logique et en fonction du milieu où on se trouve. Puis c'est assez difficile de dire à quelqu'un qui habite sur une route de campagne, même pas asphaltée, de lui dire roule en smart avec ses 3 enfants, par exemple. Fait que, j'ai beaucoup ce discours, ces réflexions-là. On peut peut-être passer aux autres commentaires. D'ailleurs, Jean-Marc avait une question ou un commentaire qui était directement en lien avec ce que tu viens de dire, Andréane. Jean-Marc, je te laisse quelques secondes si ça te tente de prendre la parole directement. Juste le temps de... Oui. Parfait. Oui.
ça serait juste pour une question comme ça. Je voudrais savoir, moi, si à un moment donné, je voudrais habiter dans un village éloigné, oups, je voudrais habiter dans un village peut-être éloigné, comme par exemple, je ne sais pas, un petit village ici, moi je suis à Sherbrooke, hein, puis dans un petit village, par exemple, à l'extérieur de Sherbrooke. Puis, je me suis dit que qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, si j'ai pas de véhicule ou qu'est-ce qu'on peut faire en réalité pour faire rouler l'économie de la ville du village, posons ici Angus, hein, mais c'est que j'ai pas de voiture. Donc, si j'avais une voiture, je l'utiliserais tout le temps. Donc, est-ce que vous avez une solution à quelque part pour pouvoir, comment qu'on pourrait euh, habiter dans un village sans véhicule? Hein? C'est presque, est-ce qu'on peut dire que c'est presque impossible ou je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ben merci. Effectivement, Jean-Marc, tu as tout à fait raison. C'est pas tous les contextes qui sont les mêmes. Dans un contexte urbain, c'est plus facile d'adopter un cocktail transport, hein, de marcher quand les distances sont plus courtes, de prendre le vélo, de prendre les transports en commun quand ils sont accessibles. C'est clair que ben, c'est pas tout. Le Québec est grand, le Canada aussi, on n'a pas du tout la même situation partout. Dans ce cas-là, ben, chaque village est différent. Je ne connais pas bien East Angus, par exemple, et puis ça dépend aussi de à quelle distance on est du centre du village. Il y a des villages où c'est possible de vivre sans véhicule ou de partager des véhicules. Il y en a d'autres où ce ne l'est pas. Dans ce cas-là, ben, c'est clair qu'au Québec, on a l'avantage de pouvoir électrifier nos transports. C'est la dernière étape, hein. Au début, faut éviter d'avoir une voiture. Il faut pouvoir Mhm. transférer nos modes, mais si on ne nous donne pas les outils, si simplement le territoire qu'on habite n'est pas aménagé pour qu'on puisse faire autre chose que d'avoir une voiture, ben, il y a toujours la possibilité d'avoir un véhicule électrique au Québec Mhm. ou sinon de partager avec ses voisins. Euh, puis, euh, puis après Parce ça, que tu sais, vas-y. oui, c'est juste le fait que, comme par exemple, j'utilise les services d'Amigo Express, hein. Le covoiturage, c'est super intéressant, sauf que si je voudrais habiter à Islangus ou La Patrie ou Lac Mégantic, il n'y a pas de personnes en réalité qui font, pour aller à Montréal, par exemple, qui font le trajet Sherbrooke-Lac Mégantic ou le trajet Lac-Mégantic-Montréal, c'est plutôt Sherbrooke-Montréal, Sherbrooke-Québec, Sherbrooke-Trois-Rivières. Même là, Trois-Rivières, on n'entend pas, presque pas parler. Puis là, on entend Montréal-Québec, Montréal, etc. Mais si je dirais que j'habiterais à la Patrie, puis que je voudrais partir pour Montréal, ben, en réalité, je ne serais pas capable d'y aller. Tu sais, je ne sais pas si vous comprenez, hein. Ah, je comprends tout à fait. Là. Puis en fait, ça, on le sait, ben, c'est pas pour rien que les émissions de transport du Québec, c'est 45 des émissions de GS. Là. En fait, le transport interrégional est absolument problématique. On peut pas, c'est difficile de sortir de nos régions sans voiture. Puis ça, dans le fond, moi, ce que je dirais, c'est triste, c'est dommage, j'ai pas envie de dire ça, mais la solution, c'est d'inciter puis de le demander à nos élus de voter pour les bons élus qui vont travailler sur Mhm. ces questions-là. Est-ce qu'au Québec, ça serait vraiment le fun de pouvoir faire Québec-Montréal en TGV? Ça serait vraiment cool de pouvoir s'arrêter aussi à Trois-Rivières en chemin. Moi, c'est vraiment mon rêve pour le Québec en vrai. Euh, Fait que, tu Mhm. sais, je pense que le côté politique est extrêmement important. Là. C'est des décisions qui partent d'en haut. Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre Mhm. argent? Est-ce qu'on veut construire des pistes cyclables, créer de l'emploi en développant des réseaux de transport en commun? Parce que oui, ça a des beaucoup plus grandes retombées que le développement du réseau routier. Ou est-ce qu'on veut justement continuer à s'étaler, à détruire notre environnement en ajoutant toujours plus de routes? Fait que, tu sais, la question politique est extrêmement importante à ce niveau-là. Donc, le transport interrégional, comme je le disais, puis après ça, pour toutes les infrastructures de transport durable, ça aussi, c'est important. Après ça, peut-être une alternative en ce moment, peut-être quelque chose qui peut être une alternative que vous connaissez peut-être. Là, il y a la plateforme Turo, qui est, dans le fond, l'équivalent de Airbnb pour les voitures. Donc, on peut louer une voiture qui serait, par exemple, chez mon voisin. Si mon voisin ne l'utilise pas parce qu'il est en télétravail, puis moi, je dois aller à Montréal, bien, je pourrais
aller la chercher, la payer puis lui ramener. Fait que ça, c'est le genre de réseau qui a quand même un bon potentiel. Après ça, bon, c'est sûr qu'on est encore dans une espèce de logique payante et de marché, mais c'est pas, c'est quand même, mettons à court terme, puis en ce moment, vu les options qu'on a, c'est quand même une alternative potable. Puis après ça, peut-être juste pour terminer au niveau du choix d'un véhicule, ben, quand le contexte nous force à avoir une voiture ou des voitures, ben, c'est vraiment de regarder ses besoins. Est-ce que notre famille, notre foyer pourrait faire avec un seul véhicule? Est-ce que le véhicule peut être usagé? Est-ce qu'il peut être le plus petit possible? Fait que c'est vraiment tout plein. Est-ce qu'il peut être électrique même? Fait que c'est plein de petits choix qu'on peut faire pour s'assurer que malgré tout, qu'on fasse ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est parfait. Merci beaucoup de la réponse. C'est très intéressant. Je vais mijoter ça. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'on a d'autres questions? Blandine? Oh, wow, c'est une excellente question. Pour la question des gros véhicules, Blandine, tu seras déçue d'apprendre qu'il y a très, 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 très peu d'intérêt. Puis en fait, la raison est quand même simple, c'est le fait qu'en Amérique du Nord, on a un marché automobile extrêmement intégré, puis on est très, très, très tributaire de ce qui se fait aux États-Unis. Aux États-Unis, tous les petits véhicules sont en train d'être enlevés de l'offre. En fait, si demain matin, toi et moi, on va dans un concessionnaire pour de voitures neuves, puis qu'on cherche des petites voitures, là, on n'en trouvera pas beaucoup et de moins en moins. Fait que c'est là que la réglementation puis toute la question du politique va entrer en ligne de compte, mais malheureusement, avec les échanges que j'ai eus jusqu'ici, la question de la taille des véhicules est très, très peu abordée. Puis ce qu'on répond souvent, en fait, ouais, c'est plus c'est l'argument de ouais, mais s'il est électrique, ça va être correct. Alors que dans les faits, c'est deux combats. Électrifier, c'est bien, c'est un moyen, c'est pas une fin. Puis de l'autre côté, c'est la question de la taille des véhicules, c'est un autre défi. Puis le fait de l'électrifier ne résout pas toute cette question-là. Puis, si on veut électrifier nos transports, ben, c'est pas la seule chose qu'on doit électrifier ou qu'on doit décarboner pour atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Puis, ben, un véhicule plus grand va avoir une batterie plus grande, va donc consommer plus d'électricité, va augmenter le stress sur le réseau de distribution d'électricité aussi, si tout le monde se recharge en même temps. Bref, comme Andréane l'a très bien dit, l'électrification, c'est pas une fin, c'est un moyen. Et puis, avoir des véhicules électriques, c'est pas une panacée, ça ne règle pas tous les problèmes. Avoir la réduction de la taille des véhicules doit être faite même quand on électrifie nos transports parce qu'on n'a pas une quantité d'électricité infinie, malheureusement. Même au Québec, on n'a pas de l'électricité à l'infini. Et puis, nos besoins vont être grands si on veut faire la transition des secteurs qui, en ce moment, sont alimentés par des énergies fossiles, le pétrole, le gaz fossile, le gaz naturel, pour faire la transition vers des énergies qui sont renouvelables. Il va falloir faire preuve d'efficacité énergétique, mais aussi de sobriété énergétique. On doit donc réduire la taille des véhicules. Ça fait partie de cette idée de sobriété aussi, et puis de limiter l'utilisation et l'achat d'un véhicule encore plus quand les options nous sont offertes. Voilà. Peut-être juste pour compléter sur ce qu'Émile disait, ce qui a présenté tantôt l'approche réduire, transférer, améliorer, elle est super importante, elle est centrale. Réduire, c'est beaucoup la question de l'aménagement, comment on pense notre territoire pour s'assurer que les territoires sont assez denses pour ne pas qu'on soit dépendant de la voiture. Là, je fais un lien direct avec le troisième lien, où là, on veut augmenter la taille du réseau autoroutier. Donc, dans cette perspective-là, on n'est pas du tout dans l'approche de la réduction. Après ça, le transfert, ça va passer par le fait de sortir de sa voiture pour aller vers le transport actif et le transport collectif. Puis enfin, la troisième étape, c'est l'amélioration de l'efficacité énergétique, comme il a dit. Ça, c'est l'électrification. En ce moment, le Québec mise pas mal que sur le troisième pôle, qui est l'amélioration des véhicules. Et donc, on ne s'enligne pas dans la bonne direction, ça, c'est certain, à ce niveau-là. Pour continuer aussi sur la même question sur quelle est la vision de nos politiciens des gros véhicules, une des bonnes façons de limiter la croissance des gros véhicules,
c'est d'avoir ce qu'on appelle de l'écofiscalité, donc de faire payer les gens qui veulent absolument avoir un gros véhicule. C'est clair qu'il faut développer ça avec des exceptions pour les gens qui en ont réellement besoin, des gens qui habitent vraiment en région éloignée, des gens qui en ont besoin pour leur travail. Donc, d'avoir des pénalités pour les gens qui vont polluer plus. Et ces pénalités-là peuvent être réintroduites pour faciliter des comportements qui sont souhaitables. Donc, pour développer du transport en commun ou pour des véhicules électriques, ce serait possible aussi. Mais par contre, on n'a pas un grand appétit de la part de nos décideurs pour les principes d'éco-fiscalité. Règle générale, c'est mal perçu par nos dirigeants d'imposer des nouvelles taxes. Et voilà. Pardon, il y a quelqu'un qui discute avec nous. En fait, justement, par rapport à ça, je veux juste je sais qu'on va bientôt clore, là, mais juste, en fait, en ce moment, nos infrastructures routières, on les finance avec la taxe sur l'essence, qui est un tout petit montant, en fait, qui est clairement insuffisant vu le nombre de gros véhicules qu'on a sur nos routes. Dans le fond, c'est un montant qui est supposé financer notre transport en commun, mais qui est déjà largement sous-financé. On est déjà en retard. La pandémie a fait chuter les revenus des sociétés de transport. Fait que, dans l'optique où, en plus, on électrifie nos véhicules, en ce moment, là, nos revenus pour le transport collectif sont en train de chuter. Puis c'est vraiment très, 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 très préoccupant. Puis ce qu'on suggérerait pour l'avenir, ce serait une taxe kilométrique, en fait, où on aurait comme, à chaque année, quand on paie notre immatriculation, on regarderait à peu près la moyenne, ou en tout cas le nombre de kilomètres parcourus pour que chacun paie sa part, son utilisation du réseau routier. Parce que dans les faits, les personnes qui n'ont pas de voiture paient quand même dans leurs impôts en ce moment tout le réseau routier, même si elles ne l'utilisent pas. Et même si elles en subissent en fait les conséquences, souvent, que ce soit à cause de la pollution de l'air ou autres raisons. Donc, la taxe kilométrique, c'est à surveiller dans les prochaines années. Jean-Marc, tu nous parles de publicité automobile. Je vais mettre le lien d'une étude qu'Andréane a sortie sur les pratiques publicitaires justement dans le monde automobile et puis leurs impacts sur l'environnement, sur les gaz à effet de serre. Donc, on l'a déjà vu dans le passé, ça s'est déjà fait réglementer la publicité pour éviter des problèmes comme par exemple le tabagisme. Donc, voilà, Andréane a déjà mis le lien pour avoir plus de détails sur justement ce problème de publicité automobile qui fait la promotion des F-150, comme tu dis, quand on écoute les Canadiens. Peut-être juste fun fact, dans notre étude, 80% des publicités qu'on a regardées en fait, 80% des publicités sont des publicités de gros véhicules. Fait qu'on se fait bombarder à tour de bras par ces véhicules-là, ça c'est clair. Oui, Émilie? OK, juste pour être sûr que j'ai bien compris, là. Donc, dans le fond, les décideurs, ils ne sont pas pressés ils n'aiment pas vraiment l'option de l'éco-fiscalité et ils ne veulent pas vraiment réduire la taille des véhicules. Et le transport en commun, ça va être difficile encore pour quelques années. Et avec la grandeur du territoire, c'est pas évident d'en mettre partout parce que c'est pas densifié partout. Fait que dans le fond, est-ce que ça veut dire que ça va être encore aux citoyens et aux citoyennes de devoir prendre des choix sur... Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on, pour voir un vrai changement, là, ça va être encore beaucoup de dizaines d'années de sensibilisation et de conscientisation pour que les gens eux-mêmes prennent des choix différents parce qu'on ne va pas s'en aller à autre chose que l'électrification. Je pense que ça nous amène bien vers le mot de la fin. Émile, tu pourras reprendre après moi. Là. Effectivement, en fait, tout ce que tu dis est vrai. Ça revient à la sensibilisation et va être vraiment importante. Après ça, on a aussi la sensibilisation de nos décideurs. Fait que ça, comment on fait? C'est en se mettant ensemble, en choisissant les bons élus aussi. Fait que je dirais que en ce moment, nous, ce qu'on demande, c'est que les gouvernements travaillent à rendre les choix les plus durables, les plus logiques. Il faut que ce soit facile et que ce soit l'option la moins chère, la plus efficace de prendre le vélo, de prendre le transport en commun, tout ça. Tant que ça va demeurer l'option la plus facile et la plus confortable de se déplacer, la voiture, on est coincé dans cette situation-là, malheureusement.
Oui, donc je pense que tu as très bien dressé le portrait, Émilie. Effectivement, le portrait des transports, ça va être, on va devoir s'y attaquer, comme on le disait au Québec, c'est presque la moitié de nos GES. Donc, si on veut atteindre nos cibles de réduction, ça passe nécessairement par ce secteur-là. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de sensibilisation à faire, beaucoup de conscientisation à faire. Et donc, pour à la fois freiner des projets qui ne vont pas dans la bonne direction, mais aussi surtout pousser pour que les options qui sont les bonnes, pour les rendre plus faciles, les rendre plus accessibles, pour faciliter le choix aux citoyens, pas que ça retombe toujours sur nos épaules, mais qu'on nous donne une structure dans laquelle c'est facile de se déplacer de manière efficace, mais avec le moins de pollution possible aussi. Sinon, ben, je vois que l'heure tire à sa fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps avec nous ce matin. Puis je laisse le dernier mot à Gaïa. C'est nous qui vous remercions d'avoir pris le temps dans ces semaines à la COP26 où tout va vite, il y a plein de choses à faire partout tout le temps, d'avoir partagé avec nous vos expertises et puis vos retours. C'était très, très apprécié et très précieux. Je remercie aussi les participants et les participantes de cette levée à 8 heures et d'être venus sur ce petit déjeuner. Puis je vous dis à plus tard. Puis comme le disait Andréane, pour continuer les discussions autour du transport, n'hésitez pas à vous inscrire à l'événement de cet après-midi où justement on va approfondir ces enjeux-là tout pendant 1 heure et demie avec différentes personnes de différents milieux. Donc je vous souhaite à tous et toutes une belle fin de journée. Puis j'espère à tout à l'heure. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, bye. Je ferme jamais le webinaire de manière brute parce que c'est trop brutal de fermer d'un coup. Il y a encore des gens qui ont envie de dire merci ou des choses. Donc...